Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, le gouvernement envisage la construction d'une centrale solaire à Dapaon pour renforcer l'accès universel à l'électricité. Un projet de décret dans ce sens a été adopté hier en Conseil des ministres. Vers les prochaines élections régionales et législatives au Togo, la période du recensement électoral s'étend du 29 avril au 3 juin prochain. Nous sommes dans les derniers jours du carême chez les chrétiens. Chez les musulmans, c'est la deuxième moitié du mois du jeûne du Ramadan. Quel rapprochement faire de ces temps rituels très importants pour chacune de ces confessions religieuses à suivre dans ce journal. Et puis, journée internationale du sport pour le développement et la paix ce 6 avril. La célébration au niveau national a démarré ce matin à Toul. 23e journée du championnat de football de D1, le Lonato, au programme un match en avancée cet après-midi. radiolomé.tg. D'abord, cette information, les députés à l'Assemblée nationale examinent depuis ce matin à Lomé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire d'un an. C'est au cours de la deuxième séance plénière de l'année. Cette prorogation permettra, selon le gouvernement, de créer un environnement propice pour la mise en œuvre des mesures prises visant à mettre hors d'état de nuire les groupes terroristes du pays. Il vise aussi à protéger les populations dans la partie septentrionale du Togo. La présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawa Djigbodi Tchegan, dirige les travaux en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection des institutions de la République. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre, Conseil des ministres présidé hier à Lomé par le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe. En tout, 4 projets de décret ont été examinés et adoptés. Retour sur les grandes lignes avec Clarisse Tombité. Le Conseil a adopté un projet de décret fixant les taux, les modalités de recouvrement et d'affectation des frais et redevances dus par les opérateurs et exploitants de réseaux et services de communication électronique, les fournisseurs d'équipements et terminaux et les installateurs d'équipements radioélectriques. Ensuite, le Conseil a adopté un projet de décret portant création, attribution et organisation de la Société togolaise de manganèse STM. Autre projet de décret adopté, celui déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Dapaon. Dans le cadre du renforcement de la souveraineté énergétique de notre pays, le gouvernement envisage la construction d'une centrale solaire d'une puissance 30 MW sur une superficie de plus de 115 hectares. La réalisation du projet aidera à renforcer l'accès universel à l'électricité conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale qui vise l'inclusion et l'harmonie sociale. Le Conseil a enfin adopté un dernier projet de décret portant ouverture et clôture de la période du recensement électoral pour les prochaines élections régionales et législatives. Ainsi, le recensement électoral se déroulera pendant la période du 29 avril au 3 juin 2023, suivant un calendrier établi par la CENI. Le porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayowadan, revient ici sur les questions relatives aux prochaines élections régionales et législatives. Relativement aux élections régionales et législatives, il est vrai que le sujet du jumelage a été évoqué lors d'une session de la concertation nationale des acteurs politiques et des discussions ont eu lieu dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore acté de ce que l'on aille vers le jumelage parce que un certain nombre de considérations techniques, budgétaires sont en jeu. Les résultats tirés de
cette session de la concertation nationale des acteurs politiques, ces résultats sont entre les mains non seulement du gouvernement, mais aussi de l'organe technique qu'est la CENI. Donc vous voyez bien qu'une fois que les conditions seront réunies pour aller soit vers des élections décalées ou des élections jumelées, la CENI ne manquera pas d'intervenir sur la question parce que c'est l'organe technique d'organisation des élections. Les régionales, une première au Togo, oui, mais dans la continuité aussi de ce qui est en train de se mettre en place dans notre pays en termes de décentralisation. Un premier niveau a déjà été réglé avec la mise en place des différentes communes et le niveau suivant va concerner les régions. Il s'agit tout simplement de rentrer dans une approche d'administration un peu plus près de la population, avec une articulation de la décentralisation qui va mettre en mouvement les régions. Donc aujourd'hui, pour nous, ce n'est qu'une deuxième étape dans l'opérationnalisation de la décentralisation. Donc les populations ne pourront qu'en tirer profit parce que lorsque vous regardez les implications que l'on peut avoir, on peut rester confiant dans ce que les élections régionales sont un élément utile pour le développement. D'abord, il faut le souligner, le recensement électoral s'impose désormais comme une nécessité, non seulement pour actualiser le fichier électoral, mais également pour commencer à sensibiliser les compatriotes sur les échéances à venir. Le délai qui est fixé est un délai du 29 avril, on l'a dit, au 3 juin. Et l'organisation matérielle de ce recensement permettra de concerner toute l'étendue du territoire, zone par zone. La CENI aura le temps de communiquer plus en détail sur cet élément-là, mais il y a certainement une dimension technique non négligeable dans cette approche, mais la dimension politique, c'est que au terme de l'opération, il y aura des élections. Aujourd'hui, notre pays a créé une concertation nationale des acteurs politiques, ce qui permet aux différents acteurs de se retrouver entre eux d'abord de façon régulière pour échanger sur les agendas politiques, les questions politiques majeures de notre pays. Mais au total, pour ce qui est de l'organisation des élections, la Commission électorale nationale indépendante est l'organe clé pour communiquer sur les différentes étapes de l'organisation des élections. Donc à ce titre-là, je suis convaincu que les informations ne seront pas verrouillées, les informations circuleront en temps et en heure lorsqu'elles seront disponibles. Autre concertation, celle entre le secteur public et le secteur privé, dont la première réunion de l'année 2021 s'est tenue hier. Les travaux du comité technique de concertation donc ont été dirigés par le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya. Compte rendu Nabara Nafara Noudar, Pakom Johnson. La rencontre a permis aux deux parties de revisiter les faits marquants de l'année 2022 et de se projeter sur l'année en cours. Pour le secteur privé, il reste des défis à relever, comme par exemple l'industrialisation. Laurent Tameyo, président des entrepreneurs du secteur privé. Nous sommes en route pour l'industrialisation. C'est un facteur très déterminant pour le secteur privé. Nous avions les matières premières. Il faut que nous puissions nous-mêmes les transformer sur place. À travers l'industrialisation d'un pays, tout s'entend. Et le secteur privé va pouvoir désormais, en partant du secteur industriel, des domaines d'activité, que ce soit le textile, que ce soit l'agriculture et tous les autres secteurs. Ouvrant les travaux, le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, est revenu sur l'un des temps forts de l'année écoulée, qui est la redynamisation du dialogue fiscal entre l'État et le secteur privé. Votre mobilisation est un gage de l'intérêt mutuel que nous accordons tous ensemble au partenariat entre l'État et le secteur privé pour asseoir les bases d'une transformation structurelle de l'économie nationale. J'aimerais donc, à l'entame de cette rencontre, rappeler que le renforcement de ce partenariat est inscrit au rang des priorités de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Une enquête de satisfaction du secteur privé et de l'organisation de la première édition de la journée nationale du partenariat entre le gouvernement et l'ensemble des opérateurs économiques sont inscrits à l'agenda 2023. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
Un dossier sur l'indépendance du Togo. Aujourd'hui, un autre acteur de la lutte pour l'accession du Togo à la souveraineté internationale retient l'attention. Il s'agit de Augustino Pade Souza, l'argentier du parti politique Comité de l'unité togolaise CUT. Son parcours avec Hervé Segbonou, Marie-Claire Pagnon. Identifié au soir de sa vie par sa moustache taillée sur mesure, visage ovale, Pa Augustino de Souza a vu le jour en 1877 à Aboudrafo, Porto Seguro d'alors. Grâce au couple composé d'Ézéchiel Manuel de Souza, son père, et de Kokwe Apeto Aïd Almeida, sa mère, Pa de Souza fut né. Le surnommé Gazozo a fait ses études sous les Allemands et sous les Anglais à Aboudrafo et à Anejo. Le petit-fils de Don Francisco, Félix de Souza, riche négociant, rentre dans sa vie active en servant d'abord comme maître catéchiste notamment à Togoville, puis dans l'administration en qualité d'agent interprète et de commis des travaux publics à Mongo. Dans le secteur privé, Augustino de Souza a travaillé comme chef stock à la Deutsche Togo Gesellschaft DTG. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Augustino de Souza rentra dans différents mouvements qui luttaient pour l'unification des EV sous une administration coloniale. Précisément dans cette optique, Gazozo a œuvré pour la création du CUT, Comité de l'unité togolaise, dont il fut le premier président, et Sylvanus Olympio son vice. Le dit parti politique tenait ses réunions au sein des grandes plantations de Pa de Souza pour la définition des stratégies et tactiques à suivre. Dans le combat du CUT, l'âge avancé de Pa de Souza ne lui permettait pas réellement d'être actif contre le pouvoir colonial français. Du coup, son soutien apporté fut incontestablement inappréciable à ses débuts. Comme l'homme propose et Dieu dispose, le patriarche n'a malheureusement pas vu le jour de l'indépendance. Il rendit l'âme à 83 ans le 25 avril 1960, à 2 jours de la proclamation de l'indépendance. Parlons religion à présent. La Pâque, c'est dimanche prochain. Aujourd'hui, jeudi, commence chez les catholiques le Triduum pascal, une célébration liturgique durant 3 jours. Une grande messe est célébrée à partir de 18h partout dans les paroisses et églises, messe au cours de laquelle il y aura lavement des pieds en rappel du geste de Jésus à la veille de sa condamnation. Quel sens donner à ce rite aujourd'hui? Le Père Jacques Guézo nous répond au micro de Pacom Johnson. C'est pour imiter l'humilité de Jésus-Christ qui lava les pieds à ses apôtres et même à Judas, celui qui l'a trahi. Nous savons que Jésus est Dieu, il est maître, c'est le maître de ses disciples. Mais maître qu'il est, il s'est levé, il s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples, de ses apôtres, pour nous montrer en ce sens un exemple d'humilité. Et donc nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus qui a posé ce grand acte d'humilité. C'est le temps de dévotion donc à Dieu aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans qui sont en jeûne pendant que les chrétiens observent le carême. Quel rapprochement et différence peut-on faire entre les deux pratiques? À cette question, Alassani Agodomo, imam adjoint à la mosquée de l'université de Lomé, apporte des éléments de réponse au micro de Laure Ngane. En islam, nous on parle plus de jeûne que du carême. En termes de l'abstinence, de manger et autre chose, on peut dire qu'il y a un rapprochement entre les deux religions. Parce que quand on parle ici, même les musulmans parlent du jeûne, l'autre parle du carême, l'essentiel c'est que l'on s'abstient de quelque chose. Dans les deux cas, en ce moment, on peut parler de rapprochement entre les deux religions. Le jeûne musulman est l'un des piliers de l'islam. Le musulman jeûne du matin au soir, donc dès le lever de l'aurore jusqu'au coucher du soleil. Et la nuit, il est autorisé à faire ce qu'il lui est interdit dans la journée, c'est-à-dire manger, boire et s'approcher de son époux. Alors qu'au niveau des jeunes chrétiens, il y a une partie de la nourriture qu'ils consomment, même dans la journée. Ils s'abstiennent aussi de beaucoup de choses et la rupture n'est pas la même comme chez les musulmans. Magazine agricole à présent, les semences certifiées tout comme d'autres technologies agricoles telles que les engrais, les pesticides agricoles font partie des productions agricoles dont l'utilisation contribue à l'amélioration de la productivité des sols ou des rendements des exploitations agricoles. Les semences améliorées ou certifiées contribuent à elles seules à hauteur de près de 40% à l'accroissement des rendements, d'où l'importance de leur utilisation.
Alphonse Kokou-Loti, directeur de l'appui opération ALICAT. Il est vivement conseillé aux producteurs agricoles d'acquérir et d'utiliser systématiquement les semences certifiées à chaque activité de production agricole, puis de les renouveler à chaque exercice agricole dans la dynamique du maintien ou d'accroissement des performances de ces exploitations agricoles. Il est important pour les producteurs agricoles d'appliquer ce conseil suscité et d'adopter les bonnes pratiques de production afin d'obtenir les résultats escomptés, au lieu de continuer malheureusement par utiliser les graines de leurs récoltes qui n'ont pas les potentialités requises pour booster le rendement des parcelles. D'où les faibles rendements souvent constatés sur les parcelles agricoles de mauvaises pratiques agricoles. Alors, pour tout besoin en semences certifiées, pour la production vivrière par exemple, le cas des céréales et des légumineuses, prière prendre contact avec les agents d'appui conseil du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural ou tout simplement les conseillers agricoles basés dans tous les cantons du pays en vue de la mise en relation des producteurs avec le réseau des multiplicateurs de semences du Togo. Journée internationale de sport et du développement de la paix ce 6 avril. L'événement est célébré au Togo. À Tung, plus précisément, les activités ont démarré ce matin. Notre reporter sur place, Milek Agbokou. Tung, ville logée dans la préfecture de Moyen-Mono, située à 56 km à l'est de la ville de Ngotien, a accueilli ce matin la Journée internationale du sport et le développement de la paix, une initiative du ministère des Sports et des Loisirs. Le thème choisi est marquer des points pour les peuples et la planète. Course de relais, 4x100, catégorie dames et hommes. Un match de football entre la sélection de communes moyen mono 1 et communes moyen mono 2 ont marqué la journée dans une ambiance festive. L'événement s'est déroulé au lycée de Tung devant Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi Kama, des autorités sportives, politiques et religieuses. Madame le ministre des Sports a saisi l'occasion pour faire don à plusieurs écoles qui ont bénéficié des équipements sportifs. De Tung, Milek Agbokou pour la rue des médias. Merci Milek Agbokou et bon retour à Lomé. La journée du sport pour le développement et la paix est donc célébrée aujourd'hui. Les sports sont un moyen de rassembler les gens et de façonner la paix. Solim Lemo. Elle est instituée depuis 2013 par l'Assemblée générale des Nations unies. Au Togo, comment les sports peuvent-ils contribuer à la paix? Capitaine Eric Gicha Macham, directeur interministériel en Pays du Loir en France, artisan de la non-violence dans les stades. De façon théorique, quand on parle de la paix a toujours une référence qui va vers la guerre. Mais quand on parle de la paix, du sport pour un pays, c'est par rapport à la cohésion sociale. À la cohésion sociale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la paix peut donner un équilibre autant pour chaque citoyen, autant pour une population donnée, et autant pour tout un peuple. C'est forcément lors des grandes victoires comme la CAN, comme la Coupe du Monde, comme les grandes finales ou même lors des grandes compétitions. Cependant, parlant de la paix pour un pays à travers le sport, c'est à la base. Dans ma logique, le sport est un élément fédérateur, est un élément de cohésion, est un élément qui permet à chaque citoyen de s'identifier dans un rôle dans son pays. Au-delà de la cohésion sociale, Eric Macham parle d'identification et de politique de développement social. À travers les sports, chaque citoyen, quelle que soit son appartenance politique, son appartenance religieuse, son appartenance autre que je ne sais pas, oublie forcément, parce qu'il y a une seule cause. C'est le sport qui réunit les gens à ce moment-là. Et pour un temps soit peu, on oublie nos différends et on arrive à regarder dans le même sens, supporter notre équipe pour la victoire
Malheureusement, on n'a toujours pas de victoire, mais on supporte notre équipe. Dans ce canal où tout le monde a l'objectif de regarder dans le même sens, nous devons pouvoir le faire aussi dans d'autres situations. Au bout de compte, même en faisant la politique, que ce soit on soit partisan de ci ou dans l'opposition, il s'agit de quoi? Il s'agit du Togo. Voilà. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ça aille mieux pour le Togo et pour les citoyens togolais? Politique de développement social. En faisant une vraie politique de développement social pour chaque citoyen, je pense que à travers le sport, nous nous identifions et au bout de compte, on se dit, au-delà de tout, le sport nous amène quelque chose. Et c'est quoi? C'est la paix. Les sports permettent aussi de nouer des amitiés et de tracer des lignes de respect au-delà des frontières. Toujours au sport, le tirage au sort des quarts de finale des coupes continentales ont été faits hier au Caire en Égypte. Les affiches débutent dans 2 semaines. Sur le plan national, la D2 achève cet après-midi sa 18e journée pendant que la D1 Lunato débute son 23e chapitre. Nous retrouvons Solim Lemo. Cette 23e journée démarre cet après-midi à Kara avec la rencontre Kakadel Sara. Vendredi, un seul match retiendra l'attention, toujours au municipal de Kara. ASK aura pour adversaire Ange FC. Toutes les autres rencontres sont au programme samedi. À Kara, AS Bina reçoit AS Togoport. À Sokodé, Unisport offre son hospitalité à AS Togoport. Tambo Semassi, la rencontre aura lieu à Atakwame. À Kpalimé, Gomido joue Asko qui est de retour après le continent. Au stade Dr Kaolo, Espoir de Zio reçoit Gbolesou, puis le dynamique togolais sera au révélateur d'entente de Lomé. En D2, la 18e journée prend fin cet après-midi. Koroki Metete joue Ifodje à Sokodé et Étoile Filante reçoit Agbonsime Bikinti. Déjà hier, Fouadan s'est incliné 2-3 pour CDF Aknour. Agua épingle Kotoko 1-0. C'est sur ce même score que Agaza prend le dessus sur Doumbé. Maranatha et Arabia font jeu égal 1 but partout et GCA perd 1-2 pour Foukba. Sur le continent africain, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue africaine des champions s'est déroulé hier au siège de la CAF au Caire. Voici les tirages. Les Tanzaniens de Simba AC reçoivent le Wydad Casablanca tenant du titre. Les Égyptiens d'Al Ali jouent les Marocains du Raja AC. Les Algériens de CR Belouizdad affrontent les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Puis les Algériens de la JS Kabylie seront au révélateur de l'Espérance de Tunis. Les matchs allés sont prévus pour les 21 et 22 avril 2023 et les matchs retour pour les 28 et 29 avril 2023. En Coupe de la Confédération, les tirages des quarts de finale ont aussi été réalisés hier. Les Nigérians de Rivers United affrontent les Young Africans de Tanzanie. Les Égyptiens de Pyramide seront face aux Sud-Africains de Mamuro Giant. Les Ivoiriens de la SEC Mimosa auront pour adversaire les Tunisiens de l'US Monastir. Puis l'USM Alger jouera à Sfar de Rabat. Les matchs allés se joueront le 23 avril et la manche retour le 30 avril 2023. Et puis, le Real Madrid a décroché sa place pour sa 40e finale de la Coupe du Roi devant le FC Barcelone qu'il a atomisé 4-0 hier. Un match durant lequel l'attaquant français Karim Benzema, auteur d'un triplé et d'une passe décisive, a proposé un nouveau récital. Le Real Madrid jouera donc la finale de la Coupe du Roi face à Osasuna le 6 mai prochain à Séville. Pour rappel, le Real Madrid n'a plus gagné la Coupe du Roi d'Espagne depuis 2014 et tentera donc de gagner un 20e titre. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg